Bienvenue sur la chaîne Curiosity Story, la destination idéale pour tous les passionnés d'histoire et de curiosités fascinantes. Aujourd'hui, après avoir fait escale en Martinique, nous allons vous emmener dans un voyage à bord de l'un des navires les plus impressionnants et emblématiques du 19e siècle, le SS Great Eastern. Conçu par le génie de l'ingénieur Isambard Kingdom Brunel, ce colosse des mers a défié toutes les attentes de son époque. À sa mise en service en 1858, il était le plus grand et le plus innovant des navires. Avec une longueur de 211 mètres, il fut le plus grand vaisseau du monde pendant plus de 40 ans. Ce géant des océans avait une capacité impressionnante de 4000 passagers et pouvait effectuer la traversée entre l'Angleterre et l'Australie sans besoin de ravitaillement. Mais au-delà de ces chiffres vertigineux, ce navire cachait bien des secrets, notamment son design audacieux, ses 5 cheminées, plus tard réduites à 4, et son ensemble unique de roues à aubes. Mais le SS Great Eastern n'était pas qu'un simple paquebot. Il fut transformé en un navire câbleur sous-marin et joua un rôle crucial en établissant le tout premier réseau de câbles télégraphiques transatlantiques en 1866. Rejoignez-nous pour découvrir l'incroyable histoire de ce titan des mers. Prêt à reprendre la mer ? Notre histoire commence au lendemain des succès du prestigieux concepteur de navires Isambard Kingdom Brunel dans la navigation à vapeur transatlantique avec le Great Western d'un côté et le Great Britain de l'autre. Fort de ses triomphes, l'ingénieur visionnaire décide alors de repousser encore les limites de la technologie maritime de l'époque. Son ambition ? Concevoir un navire capable de parcourir des distances bien plus grandes, jusqu'en Australie pourquoi pas, sans nécessité de ravitaillement en charbon. Dès lors, l'idée d'un navire titanesque à la fois transporteur de marchandises et de milliers de passagers prend forme. À tel point que la presse de l'époque ne tarde pas à surnommer le projet la ville flottante ou encore le Crystal Palace des mers, en référence au célèbre palais d'exposition londonien, alors que le navire n'est même pas encore construit, ni même designé. Le 25 mars 1852, Brunel consigne son projet dans son journal en esquissant un premier croquis. Il y inscrit des dimensions hors normes, 180 mètres de long, 20 mètres de large et 9 mètres de tirant d'eau. Autrement dit, 6 fois le volume de n'importe quel navire existant. Un tel mastodonte offrirait des économies d'échelle considérables, car il nécessiterait moins d'équipage qu'une flotte de petits bateaux équivalente en tonnage. Cependant, un défi de taille se pose, comment propulser un navire d'une telle envergure ? À cette époque, les hélices jumelles sont encore expérimentales et peu éprouvées. C'est pourquoi Brunel opte pour une solution hybride, une combinaison unique d'une grande hélice, de roues à aubes et d'un jeu de voile auxiliaire. Bien qu'il ait déjà expérimenté l'hélice sur le Great Britain, il doute de la capacité d'un unique arbre de transmission à délivrer assez de puissance pour propulser un tel monstre à la vitesse requise. Pour concrétiser son projet, Brunel soumet ses idées à John Scott Russell, architecte naval chevronné qu'il avait rencontré lors de l'exposition universelle de Londres en 1851. Après une analyse minutieuse, Russell estime que le navire déplacera environ 20 000 tonnes et nécessitera 8500 chevaux-vapeur pour atteindre une vitesse de 14 nœuds, soit environ 26 km/h. Bien que colossal, le défi semble pour les deux hommes réalisable. Dès lors, sous l'impulsion de Russell, ils présentent leur projet au directeur de l'Eastern Steam Navigation Company, espérant obtenir le financement nécessaire à cette entreprise révolutionnaire. Ainsi, plusieurs acteurs de renom sont sollicités. La James Watt Company se charge de concevoir l'hélice. Le professeur Piazzi Smith développe un équipement gyroscopique novateur, tandis que Russell lui-même prend en main la construction de la coque et des roues à aubes. Toutefois, la conception du Great Eastern ne fut pas un long fleuve tranquille. Entre choix techniques audacieux et tensions financières, le projet prit une tournure bien plus complexe que prévu. Ainsi, pour mener à bien cette entreprise titanesque, Brunel s'associe avec John Scott Russell. Mais ce que Brunel ignore, c'est que Russell est en grande difficulté financière. Très vite, des désaccords éclatent entre les deux hommes sur de nombreux aspects du projet. Le 1er mai 1854, la quille est posée, marquant le début d'un chantier hors norme avec ses 211 mètres de long, 25 mètres de large, et un déplacement final de 32 000 tonnes, le navire surpasse de loin tous ses contemporains. À titre de comparaison, le SS Persia, lancé en 1856, ne mesurait que 119 mètres de long pour 14 mètres de large, et celui-ci représentait un navire à la pointe de la modernité pour l'époque. Initialement, le navire est baptisé Léviathan, mais son coût astronomique et les difficultés financières de l'Eastern Steam Navigation Company laissent le projet en suspens pendant un an entier. Finalement, il est racheté par la Great Eastern Ship Company qui lui donne son nom définitif, le SS Great Eastern.
Côté conception, le navire innove une fois de plus. Il est doté d'une coque en fer intégrale, un véritable exploit pour l'époque. Mieux encore, il est le premier à incorporer une double coque, un principe révolutionnaire qui ne deviendra obligatoire pour des raisons de sécurité qu'un siècle plus tard. À l'intérieur, sa structure est divisée en 19 compartiments étanches, renforcés par des cloisons longitudinales de 100 mètres de long et 18 mètres de haut. Pour maximiser son autonomie, le charbon est stocké autour et au-dessus de ces 10 chaudières qui génèrent une vapeur sous pression impressionnante. Quant à la propulsion, elle est tout simplement inédite. Et c'est peu dire, le navire allie 3 modes de propulsion différents. Des roues à aubes de 17 mètres de diamètre, une hélice à 4 pales de 7 mètres de large, et un impressionnant jeu de voile avec 6 mâts chacun nommés d'après un jour de la semaine. Du lundi, le mât de proue, au samedi, le mât d'artimon. Sous le capot, la puissance est colossale. 4 machines à vapeur alimentent les roues à aubes tandis qu'un moteur supplémentaire propulse l'hélice. Le tout développe une puissance estimée à 8000 chevaux, permettant d'atteindre une vitesse de 24 km/h. Toutefois, cette débauche de puissance engendre un problème majeur. La chaleur dégagée par les cheminées menace d'enflammer les voiles lorsqu'elles sont déployées simultanément au moteur. Résultat, la navigation hybride s'avère impraticable. Comme si cela ne suffisait pas, la construction du Great Eastern est marquée par une série d'accidents tragiques, coûtant la vie à 6 ouvriers. Dès ses débuts, le navire semble frappé par un destin maudit. Mais le Great Eastern n'était pas simplement un défi d'ingénierie. Son lancement allait lui aussi se transformer en un véritable casse-tête logistique, mettant à l'épreuve la patience et la détermination de ses concepteurs. Le 3 novembre 1857 donc, une foule immense se presse sur les berges de la Tamise pour assister à un événement historique, le lancement du Great Eastern. Parmi les invités de marque, on compte le comte de Paris, le duc d'Aumale et même l'ambassadeur du Siam. Toutefois, rien ne se passera comme prévu. Avec ses 19 000 tonnes, c'est l'objet le plus lourd jamais déplacé par l'homme durant la période moderne. Son gigantisme pose des problèmes logistiques considérables, et au moment crucial, le navire refuse de glisser sur ses rails. Pire encore, 2 ouvriers perdent la vie et plusieurs autres sont blessés. Le présage est sombre. Certains commencent à murmurer que le Great Eastern est un navire maudit. Mais les propriétaires du navire refusent d'abandonner. Ils reportent simplement la tentative à janvier 1858, espérant que la marée haute facilitera l'opération. Cette fois, ils ne laissent rien au hasard. Avec le soutien d'investisseurs, ils mobilisent des chaînes, des vérins hydrauliques et des treuils en nombre, parfois obtenus grâce à des faveurs, d'autres fois loués à prix d'or. À tel point qu'un ingénieur, Richard Tungy, bâtira sa propre entreprise grâce aux bénéfices engendrés par la location de ces treuils. Le 30 janvier 1858, une violente tempête empêche le lancement. Mais le lendemain matin, à 10 h, l'impossible devient réalité, et le Great Eastern est enfin mis à l'eau. Si ses concepteurs viennent de remporter une victoire, le chantier est loin d'être terminé. Pendant 8 mois encore, le navire est équipé, mais les coûts explosent. 600 000 $ supplémentaires sont nécessaires, portant l'investissement total à près de 6 millions $. Une somme astronomique qui inquiète les investisseurs. L'Eastern Steam Navigation Company, déjà en difficulté, est donc contrainte de vendre le navire alors qu'il n'est même pas encore terminé. Certains actionnaires suggèrent même de l'offrir à la Royal Navy, estimant qu'un tel mastodonte pourrait fendre en deux n'importe quel cuirassé ennemi. Finalement, un acheteur se manifeste, mais la transaction est une catastrophe. Vendu 800 000 livres sterling, le Great Eastern causera une perte de 3 millions $ à ses investisseurs. La nouvelle compagnie propriétaire décide alors de modifier le design original. La capacité en charbon est réduite, car l'objectif est désormais d'utiliser le navire pour le marché américain. En août 1859, son aménagement est enfin achevé, et pour célébrer l'événement, une réception grandiose est organisée réunissant ingénieurs, actionnaires, parlementaires, et même plusieurs comtes et comtesses. Début septembre 1859, le navire quitte enfin son chantier sous les yeux d'une foule en liesse. Toutefois, le pire est à venir. Au large de Hastings, une terrible explosion secoue le navire. La cause ? Une valve, laissée fermée après un test de pression, qui provoque une surchauffe et une détonation meurtrière. 5 marins trouvent la mort, et la cheminée avant est pulvérisée. Mais malgré cet incident, le Great Eastern poursuit sa route vers Portland Bill, puis Holyhead. Certains actionnaires commencent à douter. Ils suggèrent de le transformer en attraction flottante sur la Tamise, affirmant que le navire apporterait plus en tant que curiosité qu'en tant que paquebot. Puis en octobre 1859, un événement inattendu vient redorer son blason. En pleine mer, le Great Eastern affronte la terrible tempête Royal Charter, qui fait rage sur les côtes britanniques. Là où d'autres navires auraient sombré, lui, de par sa taille et son poids, tient bon. L'hiver 1859-1860 se passe à Southampton, mais dès le début de l'année suivante, un nouveau coup dur frappe l'armateur.
La compagnie propriétaire est en faillite, et la valeur du navire chute de moitié. Conséquence directe, le conseil d'administration est totalement remplacé par de nouveaux actionnaires. Sous cette nouvelle direction, la priorité est claire. Rentabiliser le navire coûte que coûte. Un dernier financement de 50 000 $ est levé, et une idée ingénieuse voit le jour. Exploiter la rivalité entre les grandes villes américaines. En effet, New York, Boston ou encore Philadelphie, toutes veulent accueillir le Great Eastern en premier. La compétition est féroce, et Portland, ville du Maine, va même jusqu'à construire un quai à 125 000 $ pour séduire les propriétaires du navire. Mais c'est finalement New York qui l'emporte. En un temps record, la ville creuse un quai sur mesure pour recevoir ce mastodonte. L'aventure transatlantique du Great Eastern peut désormais commencer. Le 17 juin 1860, après plusieurs retards, le Great Eastern prend enfin la mer pour son voyage inaugural au départ de Liverpool. À bord, 35 passagers, 8 invités de la compagnie et un équipage de 418 marins. Pendant 11 jours, le navire fend l'Atlantique sans encombre, confirmant sa robustesse même face à une petite tempête. Et le 28 juin, il arrive triomphalement à New York où une foule immense l'attend. L'accueil est grandiose, mais en accostant, le navire endommage un quai, une anecdote qui ne fait qu'ajouter à sa réputation de géant indomptable. Anticipant une influence record, l'équipage installe un bar sur le pont et se prépare à accueillir des milliers de curieux à son bord. Mais l'enthousiasme retombe vite. L'entrée à bord coûte $1, une somme jugée exorbitante, les autres visites de navire coûtant 25 cents à l'époque. Résultat, le public boude le navire, et il ne fera que 12 entrées. À la fin juillet, le Great Eastern quitte New York pour une croisière vers Cape May et Old Point en Virginie. Mais le voyage vire au fiasco. Une canalisation éclatée dans la cambuse gâche une grande partie des provisions, et des billets en double sèment la confusion parmi les passagers. Cerise sur le gâteau, 5 policiers en civil embarqués pour surveiller les pickpockets sont repérés, et poursuivis jusque dans un enclos à bétail sur le pont, puis rués de coups. Le navire fait ensuite escale à Annapolis où il est ravitaillé en 5000 tonnes de charbon par le Baltimore and Ohio Railroad. De retour à New York, le constat est accablant. Le séjour américain est un désastre financier. L'objectif était de gagner 700 000 $, mais les recettes plafonnent à 120 000 $, tandis que les frais s'élèvent eux à 72 000 $. Pire encore, la compagnie doit rembourser 5 000 $ d'intérêts par jour, rendant tout profil impossible. Pour tenter de sauver la situation, le Great Eastern met le cap sur Halifax en août avec 100 passagers à bord. De retour en Grande-Bretagne, le navire est réparé pendant l'hiver 1860. Ironie du sort, durant son immobilisation, il s'échappe de ses amarres et arrache le mât de Beaupré du HMS Blenheim. En mai 1861, le Great Eastern repart pour sa saison vers New York. Baltimore pressentie comme destination est cependant jugée trop dangereuse à cause du début de la guerre de sécession. À son arrivée, il transporte 5000 tonnes de blé en baril et 194 passagers. Cette traversée sans incident confirme son potentiel auprès du public. C'est alors que le gouvernement britannique décide d'utiliser le paquebot pour une mission militaire. 2144 soldats, 473 passagers et 122 chevaux embarquent en direction du Canada pour montrer la puissance de l'Empire face aux États-Unis en pleine effervescence. Le voyage est un succès. En 8 jours et 6 heures, il atteint Québec, établissant un record de traversée. Mais malgré les éloges des officiers, l'armée annule son contrat et le navire retourne au service civil. En septembre 1861, la malchance frappe de nouveau. Pris dans un ouragan pendant 3 jours, le Great Eastern est dévasté. Ses roues à aubes sont arrachées, ses voiles déchiquetées et son gouvernail tordu à 200 degrés avant d'être broyé par l'hélice. Grâce à un ingénieur américain Hamilton Towl, un gouvernail de fortune est bricolé, permettant de rejoindre l'Irlande. À Queenstown, dénommé Cobb à l'époque, le navire se voit refuser l'entrée du port par crainte qu'il ne brise ses amarres sous la rafale. 3 jours plus tard, il est finalement remorqué, en arrachant au passage l'ancre avant d'un cargo américain. L'ouragan et la perte de revenus coûtent à la compagnie 300 000 $. Mais malgré ses revers, entre 1861 et 1862, le navire enchaîne les traversées. En juillet 1862, enfin une éclaircie. Il transporte 500 passagers et 8000 tonnes de vivres de New York à Liverpool, générant 225 000 $ de recettes en seulement 11 jours de rotation. Mais la compagnie commet une erreur stratégique. Elle mise uniquement sur les passagers aisés, ignorant la demande massive d'immigrants pour les États-Unis et l'effondrement du marché des clippers à cause de la guerre. Ainsi, même en période de rentabilité, le Great Eastern reste un géant au pied d'argile. Le 17 août 1862, le Great Eastern quitte Liverpool pour New York avec 820 passagers et plusieurs milliers de tonnes de marchandises. Tellement chargé qu'il s'enfonce de 9 mètres dans l'eau durant le voyage, obligeant une rotation de marins dans la partie avant afin d'écoper en continu certains secteurs. Tout se passe bien,
Jusqu'au 27 août, quand le capitaine, inquiet que le navire soit trop bas pour passer par Sandy Hook, décide de prendre une route alternative par Long Island Sound. Mauvais choix. Vers 2 h du matin, au large de Montauk Point, le paquebot heurte un rocher sous-marin inconnu. Ce rocher sera d'ailleurs plus tard baptisé le Great Eastern Rock. Résultat, une brèche de 25 mètres de long dans la coque extérieure. Heureusement, la double coque et les renforts internes évitent une catastrophe. Une fois à New York, une légère gîte sur tribord intrigue les marins. Un plongeur est envoyé sous la coque et découvre l'énorme trou. Problème, aucun chantier naval au monde n'est assez grand pour réparer un tel monstre. La solution ? Une réparation en immersion à l'aide d'un caisson étanche. Coût de l'opération ? 350 000 $ et plusieurs mois de retard sur le calendrier. Il est immobilisé en 1864 et mis aux enchères. 4 membres du conseil d'administration le rachètent immédiatement pour 120 000 $, puis laissent volontairement la compagnie faire faillite, se débarrassant ainsi des petits actionnaires. En 1865, un financier américain, Cyrus Westfield, loue le navire pour une mission d'un autre genre. Poser le premier câble télégraphique transatlantique. Le deal est simple. Les propriétaires du navire toucheront 250 000 $ en actions, mais seulement si la mission réussit. Le Great Eastern est donc transformé. Ses salons sont retirés pour laisser place à 22 450 km de câbles enroulés dans d'immenses cuves centrales, laissées par les ponts vides. En juillet 1865, il commence son travail au large de Valencia Island et progresse tranquillement à une vitesse de 11 km/h. Mais en plein océan, le câble casse, touche le fond, obligeant à tout recommencer en 1866. Cette fois, grâce au commandant Robert Alpine, l'extrémité du câble perdu est retrouvée et la liaison est finalement établie jusqu'à Terre-Neuve le 27 juillet 1866. Le succès est énorme. Alpine devient capitaine honoraire du navire qui enchaîne les missions de câblage sous-marin. En 1869, le navire fait un câblage près de Brest. En décembre 1869, c'est un départ pour l'Inde, financé par le gouvernement britannique et les banques indiennes. En 83 jours, le Great Eastern atteint Bombay, où son arrivée fait sensation. Le capitaine profite même de l'engouement. En effet, il vend des billets de visite reversant l'argent à l'équipage, afin qu'elle puisse profiter un peu de l'escale sur la terre ferme. Après plusieurs jours d'arrêt, la mission continue. Mais arrivé aux environs du canal de Suez, le navire a un problème. En effet, le canal de Suez, inauguré en 1869, change la donne dans ce projet. Le Great Eastern est trop gros pour l'emprunter. Le détour par l'Afrique le rend peu compétitif face aux navires plus petits et à la date limite du projet. C'est donc un deuxième navire qui prend le relais de Suez jusqu'à Alexandrie. Ainsi, le navire pourtant révolutionnaire se retrouve dépassé par la modernité, que ce soit en termes de manœuvre ou de vitesse. Et pour cause, après avoir marqué l'histoire en posant des câbles sous-marins, le Great Eastern est rapidement dépassé par un navire spécialement conçu pour cette tâche, le CS Faraday. Sans utilité claire, il est alors reconverti en paquebot une nouvelle fois, mais l'échec commercial est immédiat. Incapable de trouver un rôle rentable, il est laissé à l'abandon pendant 11 ans dans le port de Milford. Son immense coque devient un véritable récif artificiel, accumulant près de 300 tonnes de vie marine, selon un naturaliste de l'époque. Pendant ce temps, les habitants du coin en viennent à détester ce géant rouillé, et certains plaisantent même sur l'idée de le faire exploser la dynamite pour s'en débarrasser. Finalement, un ingénieur parvient à utiliser sa structure pour construire un quai pour de petits navires, lui offrant une utilité somme toute simple, mais temporaire. En 1885, le Great Eastern est mis aux enchères et vendu pour 26 200 livres à un marchand londonien. Dès lors, il passe entre plusieurs mains et devient un bateau spectacle servant de salle de concert et même de gymnase flottant. Il est ensuite transformé en panneau publicitaire flottant par le magasin Lewis, un grand magasin qui espère attirer du monde en le faisant naviguer sur la rivière Mersey. En 1886, il est exposé à l'Exposition universelle de Liverpool, mais pendant son transfert, il heurte et endommage sévèrement un de ses remorqueurs, le dernier de ses 10 navires qu'il abîmera au cours de son existence. Revendu encore une fois, certains pensent à l'utiliser pour déterrer des épaves, tandis qu'un humoriste de l'époque suggère carrément de l'envoyer percuter l'isthme de Panama pour accélérer la construction du canal. Finalement, en 1888, il est vendu pour ferraille, pour la somme de 16 000 livres. Son démantèlement commence en 1889, mais son double blindage en acier rend la tâche particulièrement difficile. Il faudra 18 mois pour en venir à bout, faisant de son démantèlement l'un des premiers usages du boulet de démolition. Les ouvriers, frustrés par la lenteur du travail, se mettent même en grève, car ils sont payés au poids de métal récupéré.
C'est à ce moment qu'une rumeur commence à circuler parmi les travailleurs. Certains auraient découvert un squelette coincé dans la double coque du navire. Depuis longtemps, l'équipage racontait l'histoire d'un ouvrier rifter oublié à l'intérieur lors de la construction, et cette découverte ne fait qu'alimenter la légende. Certains avancent une autre hypothèse. Un caissier ayant disparu avec une grosse somme d'argent lors d'une escale pourrait avoir été assassiné et caché à l'intérieur du navire. Aucune preuve ne s'est jamais trouvée, mais cette histoire devient un élément incontournable du folklore maritime de l'époque et d'aujourd'hui d'ailleurs. Après des années de service, d'échecs et de mystères, le Great Eastern disparaît définitivement en 1890, laissant derrière lui une légende fascinante. Mais même après sa disparition, le navire continue de laisser son empreinte. En 1928, par exemple, le Liverpool FC cherche un mât pour orner Anfield, et selon l'historien Stephen Kelly, le club achète alors le mât principal du navire. Mais une enquête plus récente du journaliste Simon Weedy révèle que c'est en fait Everton FC qui l'avait installé là bien avant, en 1892, avant de quitter Anfield. Aujourd'hui encore, ce mât trône à l'extrémité du COP, témoin d'un passé maritime oublié. En 2011, l'émission Time Team de Channel 4 réalise une analyse géophysique de la zone où le Great Eastern a été démantelé. Surprise, des restes de sa quille et de sa structure inférieure seraient encore enfouis sous la vase, dernier vestige de ce monstre d'acier. L'histoire du navire est également marquée par un drame. Comme nous l'avons vu en 1859, alors qu'il effectue des essais au large de Portland, une explosion secoue le navire et arrache une de ses cheminées. Mais au lieu de disparaître dans l'oubli, cette cheminée est récupérée et vendue à une compagnie des eaux en Angleterre, qui l'utilise comme filtre pour purifier l'eau. Plus tard, elle est transférée au Bristol Maritime Museum, puis au musée du SS Great Eastern. Enfin, en 2007, une énorme ancre de 2,9 tonnes est remontée des fonds marins, à 4 miles de Great Eastern Rock, l'endroit où le navire a heurté un récif en 1862 comme nous l'avons vu. La découverte relance les spéculations. Et si cette ancre était une ancre perdue du géant des mers? Ainsi, même détruit, le Great Eastern continue de faire parler de lui, preuve que certains navires ne disparaissent jamais totalement. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire incroyable et compliquée du Great Eastern. Un navire qui, malgré ses échecs commerciaux, est devenu une véritable légende des mers, pionnier du transport transatlantique et acteur clé dans la pose des premiers câbles télégraphiques sous-marins. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et de vous abonner à Curious History pour ne rien rater d'autres récits tout aussi captivants. Et bien sûr, pensez à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que vous avez été divertis par cette nouvelle histoire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure historique sur votre chaîne d'histoire, Curious History.